Bienvenue dans ce podcast de la Ligue Huntington francophone belge qui vous parle de la maladie de Huntington. Vous pourrez y entendre des témoignages de personnes malades, d'aidants proches, de porteurs et de toute autre personne en relation avec cette maladie. Nous remercions les membres de notre communauté qui ont bien voulu partager leur vécu lors de ces enregistrements. Je suis Thierry, j'ai 50 ans, je travaillais avant dans l'informatique. Je suis pour le moment en incapacité de travail et suite à la maladie de Huntington, j'étais responsable de la sécurité Internet des réseaux. Ah oui. En termes d'historique familial, vous étiez déjà au courant qu'il y avait la maladie dans votre famille ? On a pris pour mon père un tout petit peu avant moi en fait. C'est quand on a appris pour mon père que j'ai fait des tests moi-même pour la maladie. Ouais. Et ces tests-là, vous les avez faits dans un centre ici en Belgique alors ? Ici à Liège, c'était le docteur Gons à l'époque. C'est ça, oui. Et qu'est-ce qu'on vous a dit en termes d'évolution de la maladie quand il y a eu le diagnostic ? Ouais, au début, c'était simplement que j'étais positif avec 43 répétitions. Et donc, un jour, je développerai la maladie. J'étais déjà, en raison de la maladie de mon père, très impliqué dans la maladie. Donc, il n'y a pas grand-chose à m'expliquer. Je connaissais déjà beaucoup de la maladie, donc je savais ce que ça impliquait, d'autant que je le voyais chez mon père. Mon père ne voulait pas de l'euthanasie. Il ne voulait pas, on ne voulait pas non plus être placé. Mais on commençait à se poser la question de savoir comment on allait pouvoir continuer à le garder à la maison quand il a eu une attaque cardiaque. Il était à un stade, on pensait lui mettre Une sonde ? une sonde dans l'estomac. Et donc, oui, il était à un stade très avancé, surtout que c'était une personne très intelligente. Et voilà, donc il était docteur en droit, mais il n'était plus capable de savoir s'il avait besoin d'aller aux toilettes ou pas. Oui, Quoi. Donc, voilà. c'est Et un lui, sacré chemin. ouais. Et lui, il sait de quels parents il a hérité du gène ? De sa maman, Ça, en fait, il y avait un nom dit. C'est sa maman et la maman de sa maman, parce qu'à l'époque, tout ce qui était maladie mentale, etc., était une maladie honteuse. ça, oui. Et on n'en parlait pas, on disait, ah, il est parti se reposer à la mer. Et puis on ne le voyait plus, et puis voilà. Donc il ne savait pas. Il ne savait pas que ça le concernerait pour la maladie et que ça nous concernerait avant d'avoir le diagnostic pour lui. Oui, c'est ça. Donc lui, il considérait que sa maman avait eu une maladie de vieillesse peut-être, Ouais. et que voilà, c'était comme ça, c'était une maladie qu'on ne savait pas traiter. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui lui a mis la puce à l'oreille pour qu'on parte sur un diagnostic Huntington ? Parce qu'en fait, depuis des années, il était soigné pour une dépression, etc., auprès de son médecin. Et ça n'allait pas mieux, et il avait des accès de colère, et il avait
qui n'était pas forcément compatible avec sa maladie. Et le médecin a fait Un arbre généalogique? oui, c'est ça. Et pour essayer de trouver la cause, etc. Et dans la phrase, enfin dans la recherche, etc., il a parlé de la maladie de sa mère. Mhm. Et la maladie de sa mère, la maladie de sa mère, parce qu'on n'utilisait pas d'autres mots avant. Et le docteur a insisté, c'est quoi la maladie de ta mère? Je ne sais pas, un truc comme Huntington, je ne sais pas quoi. Et là, le médecin a tilté et l'a envoyé à un neurologue, Oui. qui l'a envoyé à un neurologue spécialiste, le docteur Gons à Ah l'époque. oui. Et vous avez des frères ou des sœurs qui ont eu un diagnostic aussi? Ma sœur ne veut pas savoir. Et mon frère est mort avant de faire le test. Deux de ses enfants ont fait le test et sont négatifs. Les deux autres, on ne sait pas. Et votre sœur aussi a des enfants de son côté, Oui. alors? Ouais. Donc, et eux aussi ne désirent pas Ils ne faire le veulent pas test ou sont savoir peut-être pour trop le jeunes moment. ou... Ils veulent- Oui, ils sont fort jeunes, ils sont pas fort jeunes. 24-25 ans, c'est l'âge où on préfère faire sa vie plutôt de l'arrêter, quoi. Oui, c'est ça. Mais ils n'ont pas eu d'enfants déjà de leur côté. Et il y en a une qui a un enfant, ouais. Ah oui, ok. Pour le travail, de votre côté, comment ça s'est passé là? Il y a eu une interruption de carrière d'abord, et puis il y a eu un Oui, médecin du travail qui est intervenu. en fait, j'ai commencé, donc j'avais des problèmes pour emmagasiner des nouvelles données en informatique. J'avais 2 formations par an en Angleterre, etc., pour être toujours au top. J'avais de plus en plus mal à emmagasiner de nouvelles données. euh, euh, et j'en ai parlé au médecin, etc. Euh, donc voilà, je redoublais d'efforts. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à me perdre en allant au travail, je ne trouve pas de gare. Et donc le médecin mis fin, m'a contacté pour me dire que non, a contacté mon médecin de famille pour me dire que je devais arrêter les dégâts et arrêter d'aller travailler parce que il ne finit par m'arriver quelque chose, je me trompais de gare. Ouais, c'était un problème de productivité aussi, peut-être par rapport à votre employeur Il qui y avait, estimait que oui, vous j'allais de répondiez toute plus à la façon fonction. finir par me faire virer. Oui. Voilà. Donc ici, vous êtes en incapacité de travail. Je suis sur la mutuelle, La validité. l'invalidité et le handicap. Les problèmes cognitifs que vous aviez au début, donc quand vous avez compris que ça allait être difficile de continuer à travailler, vous remarquez que maintenant ça évolue ou c'est plutôt... J'ai la chance que l'évolution est très lente chez moi. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, tant mieux. On sait que, par exemple, mon père, la maladie a évolué longtemps, et puis tout à coup, au décès de mon frère, elle a explosé. Donc, on doit éviter le maximum les chocs psychologiques parce que c'est une maladie très opportuniste. Donc, dès qu'il y a un affaiblissement, elle en profite pour. Donc, on essaie d'éviter le problème. La maladie évolue. Voilà, on ne sait pas, ça aurait pas lui faire faire marche arrière, mais c'est très très lent. J'ai la chance que ce soit lent.
Est-ce que vous avez mis justement des choses en place pour être moins stressé et moins impacté par cette C'est pas lourdeur? moi qui ai mis les choses en place, c'est tout mon entourage qui manifestement s'est mobilisé pour éviter les stress et les inquiétudes et les ceci, des choses qui est parfois inquiétant de rien, quand on n'est plus au courant de rien. Vous avez l'impression qu'on ne vous dit pas tout, alors peut-être? Voilà, Ah oui, ça paraît louche. Voilà. des fois ça fait peur. Il n'y Et a pas de problème, tout va bien, tout le monde va bien. ouais, ça paraît louche. Et vous avez un accompagnement psychologique aussi? Pour le moment, non. C'est pas nécessaire. J'ai kiné, Oui, on va remettre en place maintenant le logopède, oui. mais au niveau psychologique, non. Franchement, s'il n'y avait pas le confinement, ce serait cool la vie. Ouais, Ça ça vous va. a fort impacté, ça, le J'ai confinement. eu, oui, insupportable, pas voir la famille. Mhm. Là, par contre, oui, c'est vraiment problématique. Ça, à un moment donné, je sortais même plus de mon lit parce que pour aller où, pour faire quoi? Pourquoi je sortirais de mon lit puisque c'est pour aller nulle part, rien faire. Vous Donc c'était voyez, déprimant. oui, c'est déprimant. Mhm. Donc, bah, en dehors de ça, vraiment, depuis que j'ai appris que mes deux enfants ne sont pas concernés par la maladie, avant j'ai fait des tentatives de suicide, etc. Et j'ai remarqué que depuis que je suis au courant que mes deux enfants ne sont pas concernés, j'ai plus la moindre idée noire, je n'ai plus... donc, vraiment, enfin, quand j'analyse avec le recul, je fais le lien entre les deux. Vous pensez que les tentatives de suicide étaient liées à la certitude sur le fait que vos enfants étaient La porteurs? culpabilité Ouais. que je portais, même si j'avais pas à la porter, c'est impossible de ne pas le faire. Euh, ouais. Et puis face à la peur de leur réaction s'ils étaient positifs, parce qu'il y a ça aussi, j'avais peur qu'ils le prennent mal et de ne pas supporter les choix qu'ils feraient. Ils ont fait le test il y a combien d'années? Euh, Ça remonte à Même 5 5 ans. ans, Oui. ouais. C'était aussi ici à Liège? 5 ans pour Sébastien Oui. et 3 ans, bon, dès qu'elle a eu 18 ans. C'était vraiment Ah. bon anniversaire, moi j'ai 18 ans, maintenant je peux faire le thé. Elle a fait ça à l'IPG, à Liège ou... À Gosselin. Ah oui, c'est ça, à l'IPG. Donc elle, par contre, il y a eu tout un accompagnement, j'imagine. Je sais pas si elle vous en a parlé ou... Oui, ben on l'a fait ensemble. Enfin, je l'ai accompagné, etc. Ouais, pas dans les démarches, pas dans les bureaux, etc. Mais on a fait on est une famille très unie, très fusionnelle. Et donc, elle est allée aussi avec son petit copain de l'époque, si vous voulez voulait des enfants. Donc, il voulait savoir avant d'avoir des enfants. Ouais. Donc c'est très ça vous a vraiment fort rassuré, savoir que tous les deux n'étaient pas porteurs de la maladie et... Ça m'a directement, ça m'a rassuré. Mhm. Et vraiment, quand je fais la rétrospective après, je me rends compte qu'il y a vraiment une fracture dans mes idées noires, etc. Entre avant et après. Vous suivez un neurologue alors qui, chaque année, Oui, avec le docteur Gelidi, Oui. plusieurs fois. Normalement, c'est tous les 3 mois. Mais comme pour le moment, ça évolue lentement,
et que le traitement qu'il m'a fait avec le nouveau médicament, je ne saurais pas dire le nom, euh, fonctionne bien au niveau des mouvements incontrôlés et des problèmes même de déglutition et tout ça. Il a mis un régime d'évolution à 6 mois maintenant, mais avant c'était tous les 3 mois. Et c'est un médicament, donc il a des vertus effectivement parce qu'il vous empêche d'avoir des mouvements à contrôler, mais ça vous fatigue plus, c'est ça que vous disiez? C'est ça, oui. Ouais. Et donc, à un moment donné, comme il n'y a aucun autre médicament qui peut remplacer celui-là, pour le moment, le choix, c'est on accepte l'effet secondaire comme tel, ou bien on retire le médicament, mais alors on retourne à la situation antécédente au niveau des gestes, etc. Donc, oui, en termes d'alimentation, pour le moment, vous n'avez pas besoin d'adapter les repas ou... on coupe en tout petits morceaux, parce que c'est vrai que j'ai tendance à engloutir des gros morceaux. Oui. Donc on veille à bien couper les morceaux, mais il n'y a rien. Oui, on évite le riz, on évite le blé, on évite les aliments trop secs, etc. On sauce bien, mais non, on n'a pas, on mixe pas. Il n'y a pas besoin encore d'adapter plus en avant la nourriture pour le moment. Donc c'est vraiment des trucs... Ça m'arrive d'avoir des fausses routes, oui. Mais ce n'est plus autant qu'avant. Avant de prendre le médicament, on se demandait s'il n'allait pas falloir passer à autre chose au niveau alimentaire. Mais ici, avec le médicament, ça diminue même les fausses routes. Donc c'est un gros plus de prendre cette médication-là. Oui, je sais plus, non. Dans votre entourage, pas dans la famille, donc les amis, proches ou un peu plus éloignés, comment est-ce qu'ils ont réagi par rapport à l'annonce de votre maladie? Et puis maintenant, même, comment est-ce que ça se passe? J'étais très actif au niveau de la lutte pour l'information sur la maladie. On a organisé avec la Ligue Huntington plusieurs colloques, dont un au Sénat et au Parlement européen, etc. Donc il était impossible de ne pas savoir que j'étais forcément concerné par la maladie, mais je n'ai pas vu de différence avant et après j'ai vu peut-être une forme de respect ou je sais pas quoi, mais il n'y a pas eu ni rejet ni pitié, mais par contre c'est vrai qu'on connaît mal la maladie, on ne sait pas les tenants et les aboutissants pour la personne, etc. C'est vrai que on voit moins les gens pour le moment, donc voilà. Et vous suivez la recherche, les avancées en recherche? Entre autres, Madame Dumoulin, Verhelen Dumoulin me tient beaucoup au courant des évolutions, des déceptions, des espoirs. Donc oui, je me tiens au courant, mais c'est pas facile de trouver des sources fiables sur Internet ou autre, parce qu'il y a à boire et à manger sur Internet. Donc, Vous suiviez tout ce qui était fait par Roche, alors avec le Tominersen, ouais. Donc vous avez suivi aussi l'annonce quand ils ont décidé d'arrêter. C'est pour ça que je parle de déception et d'espoir. Voilà, donc.
Mais on se doute bien qu'il y aura des échecs avant d'avoir des réussites, hein, voilà. Il y a d'autres études qui sont en cours pour le Ouais. moment. Mais pour une maladie orpheline, il y a énormément de recherches, donc on peut avoir, on peut quand même, l'espoir est permis. C'est pas rêver que d'avoir de l'espoir. Vous gardez toujours espoir pour le moment sur un traitement à court terme dans les 5 ans? Oui, oui. En tout cas, un traitement qui bloquerait l'évolution. Dans un premier temps, ce serait déjà bien. Comment est-ce que vous êtes rentré en contact avec la Ligue Huntington? Est-ce que c'est vous qui avez fait des démarches pour rentrer en contact avec elle ou s'il y a eu d'autres phénomènes qui se sont mis en place? Non, c'est directement le docteur Gons qui nous en a parlé parce que on avait, à l'époque c'était pour mon père, on avait ce besoin de soutien d'information, etc. Et donc, et comme c'était un bureau en face, il n'y avait pas beaucoup de chemin à faire. Et il y a eu de suite un lien particulier qui s'est créé avec Madame. Gorissen? Oui, c'est ça. Et parce qu'elle est très proactive, etc., etc. Donc, le courant passait tout de suite. Est-ce que vous avez toujours un besoin actuel de contact avec la Ligue pour réaliser certaines choses ou bien vous êtes plus dans un éloignement parce que pour le moment ça répond moins à vos attentes? Mais d'abord, il y a le problème du Covid, etc., qui fait qu'on peut avoir moins de contacts. Mais c'est vrai que je pourrais être plus encore de demande au niveau de l'évolution de la recherche, etc. Parce que avec le docteur Dumoulin, on se voit peut-être une fois ou deux par an, quoi. Donc c'est peut-être un peu peu. On a été fort en contact pour créer, pour participer à la création de plusieurs actions, hein, dont je parlais tantôt. Donc, Le colloque notamment. donc un colloque au Sénat et un colloque au Parlement européen. Maintenant, je ne saurais plus. Même faire simplement l'intermédiaire. Mais que la Ligue vous propose des services, Oui. je sais pas si c'est des choses qu'on pourrait faire pour ouais, vous. oui. Au niveau. Mais c'est toujours la même chose. Je n'ai pas beaucoup de besoins. Par contre, l'information, les rencontrer des gens, c'est fatigant de pas de voir personne, quoi. Donc, voilà, il y avait un contact humain qui existait, etc. Que la situation sanitaire a un petit peu mis à mal, quoi. Donc, Ici maintenant que ça se libère un petit peu, vous avez l'occasion de sortir et vous avez des activités extérieures uniquement dans ma famille. dans votre famille. Et avant le Covid, vous aviez des activités extérieures aussi ou ça se limitait au cercle familial ou Dans ma famille. à la famille? Vous n'êtes pas dans un club, je veux dire, d'échecs ou quelque chose Non. comme ça? Oh, les échecs, je connais à peine du tout. Oui, je sais. J'étais avant très bon, mais maintenant, établir une stratégie, c'est plus possible pour moi. Donc, C'est pas, cognitivement, c'est difficile de voir à plus long terme Oui. dans un jeu comme celui-là. Ouais. Je crois comprendre, d'après ce que vous me disiez, que donc vous étiez, vous suiviez beaucoup de formations, vous aviez une fonction où il fallait quand même beaucoup de talent en termes de réflexion.
et en termes d'apprentissage. Est-ce que cette évolution, justement, qui diminue certaines de ses capacités à réfléchir, à se projeter, est-ce que ça ça vous déprime aussi, ça? Oui. Oui. Ça, c'est quelque chose de plus difficile à vivre, peut-être. J'avais une vie quand même euh, professionnelle et même politique qui faisait que je devais être capable de répondre du tac au tac parce que ce soit en politique ou en informatique, si on hésite, c'est pas rassurant pour le client, hein. Donc c'était ça allait très vite, etc. Maintenant je cherche des mots simples, donc c'est c'est très démoralisant. C'est pour ça que je préfère rester seulement dans ma famille, et pas voir des gens que je ne connais pas. J'ai pas besoin ni de leur jugement, ni de leur pitié, donc je ne les vois pas. Ok. Donc vous vivez plus lentement et vous acceptez finalement que ça aille plus lentement Voilà, oui, mais uniquement entre personnes que je sais qui vont pas me juger ou avoir pitié. Parce que j'ai besoin ni de l'un ni de l'autre. Donc, S'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter dans votre témoignage, c'est vrai qu'on a parlé déjà de pas mal de sujets, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous désiriez évoquer. mais sur mon témoignage par rapport à la maladie, non, vraiment, mon combat maintenant, c'est plus pour qu'il y ait réellement une reconnaissance de l'accompagnant. Parce que dans l'opération, moi, je suis en train de glisser au fond du groupe, très lentement, mais inexorablement. Et quelque part, j'en souffre moins que les autres, dont les accompagnants, etc. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de choses qui sont faites pour eux, alors qu'ils sont en première ligne de tout, y compris des fois parce que même si je suis beaucoup plus calme qu'avant de prendre les médicaments, j'ai quand même des sauts d'humeur. Et chapeau pour la personne qui supporte mes sauts d'humeur, parce que autant des fois on cherche les mots, etc. Autant quand on est en colère, on trouve bien le petit mot qui fait bien mal. Donc, non. Que ce soit les accompagnants de la vie commune, de la vie commune, mais aussi les aidants, etc. Et ils ont besoin de plus de soutien. Pour le moment, dans l'état où je suis encore capable d'assumer beaucoup de mes fonctions. J'ai du mal à me raser, j'ai du mal à me brosser les dents, j'ai du mal, mais je sais encore me laver, je sais encore. Donc voilà, on a besoin des aidants et ils sont pas assez. Il n'y a pas assez de reconnaissance des aidants proches. Ouais. Comment est-ce que vous envisagez le futur? Vous y pensez parfois Ouais, c'est nos futurs maintenant. Nos futurs, donc vous vivez Donc dans le présent, l'instant au jour présent, le jour. Okay. mais à fond. Sans idée noire ou quoi, vraiment. Je suis. Ouais. Je fais pas d'excès. Je peux pas. Ce serait atteindre à mon futur, donc ça je ne fais pas. Mais je ne pense pas au futur. Je profite de ma femme, de mes petits-enfants, de leur sourire, de leur jeu, etc. Eux, ils me voient comme une personne normale, qui sait pas bien marcher, voilà, c'est tout.
Donc ils font attention à mon équilibre, mais on joue tout à fait normalement. C'est ça qui est bien avec la famille, c'est que on fait attention les uns aux autres sans que ça me paraisse de la pitié ou je sais pas quoi. C'est pas faux, en fait. Oui, il n'y a pas de fausseté. Ok. Donc, en plus, les enfants, ils sont pas faux. Ils sont francs, ils sont directs, donc. Tout à fait. Ben, on va rester sur cette note-là. Je vous remercie d'avoir participé ici à ce témoignage. Ben, merci à vous de m'avoir proposé, permis aussi de divider un peu mon sac. La Ligue Huntington francophone belge est une association de patients active depuis 1996. Elle a pour mission principale de soutenir, d'accompagner et d'informer les familles touchées par cette maladie, mais également de sensibiliser les instances politiques et les professionnels de santé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook pour rester informé de nos prochains événements et diffusion de nos podcasts.